Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième interview de la journée. Aujourd'hui je me trouve avec Bertrand Perrier. Bertrand, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Donc première interview que je fais avec vous. On va parler de votre vocation, du métier, sur le métier d'avocat. On va parler un petit peu politique à la fin. Et on va surtout parler éloquence. Alors première question, introduction on va dire. Moi je vous ai découvert comme la plupart des personnes dans le reportage à voix haute sur France 2 qui avait été diffusé en novembre 2016. Et dans ce documentaire, alors, il va peut-être sortir en DVD, je crois qu'il va sortir au cinéma d'abord le 12 avril prochain. Il est distribué sur les grands écrans, il va être rallongé d'un quart d'heure pour sortir en salle. Et est-ce qu'il est déjà sorti en DVD ou pas encore? Ah non, pas encore. Ok. Il sortira peut-être en DVD après le cinéma. Mais pour l'instant, la prochaine échéance, c'est la sortie en salle le 12 avril. 12 avril. Donc je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir parce que il fait... quand je l'ai regardé, ça fait jaillir des émotions. On passe par tous les stades, le rire, pas les larmes, mais vraiment la tristesse à certains moments. Et c'est vraiment, il y a vraiment de belles émotions. Et première question donc, comment est-ce que vous définiriez le concept? Parce que à voix haute, c'est un documentaire qui suit l'association Eloquentia, une association qui aide à développer la compétence d'éloquence chez les jeunes, notamment de Seine-Saint-Denis. Comment est-ce que vous expliqueriez le concept de cette association Eloquentia en quelques phrases? Alors, l'idée générale d'Eloquentia est de faire en sorte que, par la maîtrise des mots et de l'art oratoire, on sorte des déterminismes dans lesquels on peut être enfermé et qu'on arrive à briser les plafonds de verre qui, parfois, font obstacle à la progression ou à l'insertion dans la société. Ça passe par une formation à l'art oratoire et puis un concours d'éloquence pour les étudiants de Seine-Saint-Denis. Alors, aujourd'hui, vous êtes membre de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Comment est-ce que vous est venue cette vocation d'avocat? Avec quoi c'est venu au départ? Alors, c'était pas spécialement une vocation, je n'étais pas délégué de classe ni défenseur de mes petits camarades dans la cour de récréation, donc j'ai pas l'idée dès la moyenne section de maternelle d'être avocat. J'avais pas spécialement d'avocat dans ma famille. Il se trouve que je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac, donc voilà, j'ai fait Sciences Po parce que c'était une façon de retarder le moment des choix professionnels. Et puis parallèlement, voilà, j'ai fait du droit parce que la faculté était à peu près à côté de Sciences Po, donc voilà, ça complétait bien. Puis j'aimais bien les matières juridiques quand j'étais à Sciences Po. Et donc, par la suite, assez naturellement, dans les métiers du droit, je voulais pas être magistrat. Parce que je ne me sentais pas capable de juger la vie des autres. Enfin, c'était pas quelque chose qui je me sentais incapable d'avoir cette hauteur de vue qui permet de juger autrui. Et j'aimais bien le combat, donc j'ai voulu être avocat. Je voulais pas être notaire, je voulais pas être huissier. Et dans le métier du droit, le métier d'avocat s'est assez naturellement imposé. Est-ce que vous avez des modèles en termes d'avocat? Déjà, à cette époque, est-ce que vous en aviez en tant qu'étudiant? Alors, je n'avais aucun modèle en tant qu'étudiant parce que, grosso modo, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être avocat. J'en avais une vision assez littéraire, presque. Je n'allais pas dans les tribunaux et c'est un grand tort et je conseille à tous les étudiants en droit, pour affermir leur vocation, peut-être pour la susciter, d'aller dans les tribunaux. Il y en a dans toutes les villes de France et de Navarre qui ont un petit peu de population, et je ne le faisais pas et je le regrette. Même à Montpellier? Mais surtout à Montpellier, vous avez une cour d'appel, vous avez une cour d'assises, vous avez un tribunal de grande instance, vous avez un tribunal de commerce, vous avez toutes sortes de juridictions, et donc allez évidemment voir les gens de justice, parlez-leur, et bien souvent les gens de justice attendent leur tour à des audiences et ils vous raconteront leur vie. Ils vous raconteront leurs affaires, les avocats adorent ça, et je vous conseille vraiment d'aller faire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire aller au palais de justice. Alors moi je n'avais pas du tout de modèle à l'époque, parce que je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait comme métier. D'accord. Et en dehors du monde des avocats, est-ce que vous aviez des modèles, par exemple dans les films, par exemple dans les livres, est-ce que vous en aviez à cette époque-là? Je veux dire, en dehors, dans toutes les sphères de la société, dans tous les arts? Non, à l'époque, j'aimais la politique, donc j'avais plutôt des modèles dans le domaine politique, mais...
Philippe Séguin. J'ai beaucoup aimé Philippe Séguin quand j'étais jeune, c'est probablement le seul engagement politique que j'ai eu et que j'aurai, mais j'ai beaucoup admiré Philippe Séguin dans les années 90. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avocats qui vous dites, lui c'est vraiment un bon avocat, lui il a une manière de parler qui est inspirante et qui est vraiment, il tape à l'oreille. Est-ce qu'il y a des avocats comme ça que vous retenez aujourd'hui qui sont vraiment très bons? Oui, évidemment, il y a beaucoup d'avocats qui sont pour moi des références. J'en citerai deux. Évidemment, d'abord Marc Bonan, qui est un ancien bâtonnier de Genève, qui a eu pour moi beaucoup d'importance, qui en a toujours beaucoup d'ailleurs. Je ne prends pas une décision importante dans ma vie, y compris personnelle, sans lui en parler, pardon. Il a beaucoup modifié ma vision du métier, de l'éloquence. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et puis Pierre-Olivier Sûr, qui est l'ancien bâtonnier de Paris, et j'étais membre du Conseil de l'Ordre au moment où il était bâtonnier. Nous avons fait 1000 choses ensemble, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que d'abord c'est un immense avocat, et puis il a une éloquence évidente, mais aussi un sens politique, une intuition, c'est un visionnaire, puis c'est un extraordinaire chef de troupe, meneur d'hommes, et voilà, j'ai beaucoup appris auprès de Pierre-Olivier. Alors, en citant ces deux personnes, vous avez déjà répondu à la question que je vais vous poser maintenant. Quelles sont pour vous les qualités d'un bon avocat? Les principales qualités d'un bon avocat? Je dirais la pugnacité. Ne jamais se satisfaire des conforts. Se dire qu'il y a toujours quelque chose à dire, même si le dossier paraît complexe. Voilà, je dirais la pugnacité, l'autorité aussi, savoir s'imposer, savoir ne pas s'en laisser compter, ne pas avoir honte d'exercer son métier, qui est un métier de l'affrontement. Inévitablement, nous sommes dans l'affrontement, nous pouvons être aussi dans la conciliation, mais nous sommes en tout cas dans une situation où les intérêts s'opposent. On peut faire triompher les uns sur les autres ou les concilier, mais il faut une forme d'autorité, et d'autorité aussi vis-à-vis de son client. C'est important de ne pas non plus se laisser promener par son client, et donc je crois que voilà, la pugnacité et l'autorité. Ok. À un moment dans À Voix Haute, donc dans le reportage qu'on a cité tout à l'heure, vous vous disiez comme, alors je ne sais plus exactement les mots que vous employez, mais comme très timide à l'époque de vos études de droit, avant de faire avocat. Et même à un moment, je crois même que vous dites dans une forme d'autisme, vous dites ça en rigolant. Quelles ont été les étapes pour vous pour réussir à dépasser ça? Alors, en réalité, oui, effectivement, j'étais assez timide quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai décidé donc que j'allais être avocat, il y avait une sorte d'incompatibilité, puisqu'on ne peut pas être avocat en étant muet ou en étant effectivement dans une difficulté avec les mots, non, sans être muet, mais disons que la prise de parole était vraiment problématique. Dans une forme d'autisme. Oui, pas du tout pathologique, hein, oui. mais dans une forme effectivement de parole très difficile. Et je me suis dit qu'il fallait que je sorte donc de cette situation, puisque étant avocat, je ne pourrais pas exercer, ou alors c'était un mode d'exercice totalement solitaire et totalement technique ou de pure écriture, ce qui est une forme d'exercice du métier d'avocat, mais bon, voilà, c'est quand même très marginal. Et je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un peu violence pour sortir de cette timidité, et il se trouve qu'il y a au barreau des concours d'éloquence. Et donc je les ai passés, non pas tant pour les réussir, mais plutôt comme une sorte de thérapie, en me disant que ça allait me forcer à avoir plus d'aisance, et j'en ai beaucoup raté. Et puis à la fin, probablement un peu à l'usure, j'en ai réussi aussi. Et donc j'ai passé le concours de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. C'était le premier concours d'éloquence auquel j'ai participé. Et puis ensuite j'ai passé le concours de la conférence du barreau de Paris. Est-ce que vous en voyez à Eloquentia des transformations de timide à vraiment à l'aise à l'oral en peu de temps? Est-ce que ça vous est arrivé de voir, alors je ne sais pas si c'est arrivé parce que Eloquentia c'est assez récent quand même, de voir un gros timide arriver dans l'association et gagner le concours? Alors, de voir arriver quelqu'un qui est très timide et qui gagne, je
ne saurais pas dire, parce que dans les gagnants, il y a une part de don. Inévitablement, de toute façon, dans l'art oratoire, il y a une part de don. Il n'est pas vrai qu'on peut devenir un orateur exceptionnel par le travail. C'est un art. Et certains vous diront que la timidité, c'est un don aussi. Oui, et ça peut faire en sorte de... Enfin, moi, quand je vous écoute aujourd'hui, j'ai vu un de vos concours d'éloquence tout à l'heure sur YouTube, juste avant de venir ici. Et j'étais assez impressionné, quoi. Vous étiez là à crier devant un amphi de 400-500 personnes, et c'était assez entraînant quand même. Et peut-être que certains se diraient, s'ils ne connaissaient pas le reportage Eloquentia, il a un don, lui. Oui, mais voilà, après, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une part de don? En tout cas, il y a toujours une part de travail, mais il y a aussi inévitablement une part de don. On dit que quelqu'un est naturellement charismatique, il est naturellement charismatique et tant mieux pour lui. L'art oratoire, comme son nom l'indique, est un art, c'est pas une technique. Où il suffirait d'utiliser un certain nombre de stratagèmes pour que ça fonctionne. Ça, c'est une technique. Un art, il y a quelque chose qui relève... de l'inné. Oui, d'une certaine façon. Et donc, je crois, malgré tout, que, on le voit à Eloquentia, la faculté à prendre confiance en soi fait que des gens qui sont effectivement un peu emmurés dans des timidités s'ouvrent petit à petit. C'est ça qui est formidable dans le concours Eloquentia, c'est qu'on les voit de semaine en semaine, et on voit parfois de semaine en semaine des gens s'ouvrir vers une parole plus libre, plus convaincante, plus sincère, plus authentique, plus touchante, et ça c'est formidable. Alors, dans un article de Libération du 12 décembre 2016, vous parlez du support écrit comme étant un support d'infirme, entre guillemets. Là aussi, je pense que c'était pour, pas pour rigoler, mais pour... non, c'est une expression de Marc Bonan. Donc, vous dites support d'infirme... C'est lui qui le dit. Et je m'approprie volontiers. Voilà, ok. Donc, vous le citez, et est-ce que vous regrettez que les études de droit, qui sont un apprentissage, et même l'apprentissage du métier d'avocat, est-ce que vous regrettez que ce soit un apprentissage qui soit essentiellement écrit et qui ait vraiment très très peu d'oralité? Alors je regrette beaucoup cette orientation des études de droit, mais pas seulement d'ailleurs, de l'enseignement général en France, cette orientation vers l'écrit qui justifie d'ailleurs que dans les universités, beaucoup d'associations fleurissent autour de l'éloquence pour combler le vide en la matière des études traditionnelles. Et à mon époque, ça commençait tout juste à exister et je n'ai jamais reçu de cours d'expression orale. Il y en avait à l'école d'avocat, il y en a toujours heureusement, mais à l'université ça n'existait pas. Et je me réjouis que ça fleurisse aujourd'hui, mais je m'attriste aussi que ça soit pour compenser la pauvreté orale de l'enseignement supérieur, mais qui est la prolongation de la pauvreté orale de l'enseignement général en France, où il n'y a aucun enseignement de l'art oratoire. Est-ce que dans d'autres pays, je ne me suis pas renseigné avant, mais est-ce que dans d'autres pays, il y a de l'enseignement du droit et de l'enseignement à l'apprentissage du métier d'avocat? Alors, ça existe un petit peu quand on apprend le métier d'avocat à l'école d'avocat, mais est-ce que dans certains pays, ça existe? Enfin, il y a plus d'oralité qu'en France, il y a différentes matières. Je crois que les pays anglo-saxons ont mieux que nous compris l'importance de la communication orale, et c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre l'importance que revêt la communication orale dans le monde contemporain et l'absence totale d'enseignement dont elle est l'objet. Et j'essaye aussi, via les enseignements que je délivre, de faire en sorte que ce vide-là soit un petit peu comblé, et paradoxalement, j'enseigne des choses que je n'ai jamais apprises. Et est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire une sorte de, entre guillemets, lobbying auprès des facs de droit, ou alors que l'oralité sera obligatoirement condamnée en France à fleurir, comme vous dites, seulement dans les associations parallèles à la fac? Ou alors, est-ce que ça peut vraiment intégrer le domaine universitaire français? Et je crois que le problème que vous soulevez vient aussi de la massification de l'enseignement, et que l'oralité est par hypothèse un exercice individuel, et qu'il s'accommode mal de promotions extrêmement importantes, alors qu'un examen, on peut le faire passer à 300, 400, 500 personnes. Un exercice oral, par hypothèse, suppose une correction individuelle. Ou des petits groupes, comme c'est le cas dans Eloquentia. Et à Eloquentia, on a 15 personnes
en 2 groupes, donc 2 fois 15 personnes, et au-delà, on ne pourrait pas le faire. Donc, il y a un problème qui relève plutôt d'une politique générale de massification de l'enseignement supérieur qui, à mon sens, rend complexe l'enseignement de l'oratoire. D'accord. Alors, toujours sur le métier d'avocat, est-ce que selon vous, un avocat, il peut avoir un côté acteur quand il est en train de plaider c'est-à-dire, est-ce qu'il peut ne pas partager tous les arguments qu'il est en train d'utiliser pour défendre son client ou alors est-ce qu'il doit forcément être sincère? Est-ce qu'il doit croire tous les arguments qu'il va utiliser? Ou est-ce qu'il peut avoir un côté acteur? Je ne crois pas du tout que l'avocat soit un comédien. D'abord parce que l'avocat emploie ses propres mots, alors qu'un comédien dit les mots d'un autre. Mais est-ce qu'il les croit après? Alors, moi je n'ai jamais plaidé contre la conscience que j'avais d'une vérité possible. Après, la vérité, je ne l'ai pas. Vérité possible? Oui, d'une vérité possible. Ce qui importe, mais la vérité est multiple. Ce qui importe à mes yeux, c'est la crédibilité. Est-ce que je soutiens quelque chose qui, objectivement, n'est pas crédible? Ça, je ne veux pas le faire. Parce que ça n'est pas crédible pour mon client et je ne suis pas crédible en le disant. Donc, je ne véhicule pas quelque chose auquel personne ne croira et qui est en réalité contre-productif pour celui que vous êtes chargé de défendre. Donc, je ne veux pas faire cela. En revanche, dès lors que la version des faits ou du droit que l'on me présente me paraît crédible et que rien dans le dossier ne la contredit et que la loi ne m'interdit pas de la soutenir, je la soutiens, sauf si évidemment c'est contre ma conscience. Mais indépendamment de cela, je n'ai pas l'impression d'être un acteur en plaidant. D'accord. On va passer à la partie éloquence. Alors pour vous, quelles sont les bases pour développer son éloquence? En tant que professeur, donc vous enseignez, je ne sais pas si ça s'enseigne, mais vous aussi vous l'enseignez à travers Eloquentia. Mais c'est une question de savoir si ça s'enseigne. En réalité, on révèle plus aux gens ce qu'ils sont qu'on leur apporte vraiment quelque chose. On ôte des barrières, on lève des autocensures. Quant à leur apprendre véritablement des choses, oui, un certain nombre de techniques, mais encore une fois, il y a une part de don qui est irréductible. Alors justement, quelles sont les bases de cet apprentissage? Vous dites que ça ne s'apprend pas, on ôte des barrières, mais alors si ça ne s'apprend pas et si on ôte des barrières, comment est-ce qu'on ôte ces barrières? Qu'est-ce que c'est les bases pour apprendre l'éloquence? Ça, c'est une question très vaste. Après, il y a mille choses. Il y a, pardon? J'assume. Oui, j'espère pour vous. Non, mais il y a évidemment des choses qui relèvent du corps, du corps dans l'espace, du souffle, du regard, de la posture, des gestes parasites. Si on devait faire un top 3, si vous voulez, des choses les plus importantes, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez la posture, premièrement, deuxièmement, la voix? Je dirais peut-être en premier le souffle. Parce que c'est ce qui fait baisser le stress de la prise de parole. Deuxièmement, la confiance en soi, c'est-à-dire croire dans le fait que les mots vont venir. Ils ne sont pas écrits, mais ils sont dans notre pensée, et au moment où on doit les convoquer pour exprimer cette pensée, les mots vont venir. Et puis, troisièmement, peut-être l'argumentation, c'est-à-dire la formulation, la sélection et l'organisation des arguments. Côté juridique, un peu. Oui. Qu'est-ce que c'est votre définition de l'éloquence? Comment est-ce que vous définiriez l'éloquence? Je n'ai pas vraiment de définition de l'éloquence. L'éloquence, c'est la capacité à convaincre par l'oral. C'est tout. Capacité à convaincre par l'oral. C'est la capacité à convaincre par un discours oral, public. Ça sert uniquement à convaincre? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte, un côté art dans l'éloquence? Est-ce qu'il n'y a pas un côté style un peu? Oui, non, mais après, il y a mille formes d'éloquence. Il y a l'éloquence qui distrait, il y a l'éloquence qui convainc, il y a l'éloquence qui émeut, mais somme toute, celle qui me paraît supérieure, c'est celle qui convainc.
Celle qui a pour objet d'émouvoir ou d'éblouir, elle est magnifique. Mais si elle est auto-centrée, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut être émouvant, on peut être drôle, on peut être éblouissant, mais toujours au service d'une conviction. Donc l'humour, l'émotion sont des moyens, toujours au service d'une conviction. Ok, alors dernière question, donc je ne sais pas si elle va être très originale, donc c'est la question politique. Est-ce que, alors l'éloquence, on sait que c'est une compétence qui est utilisée en politique. Dans les débats des élections présidentielles de 2017 notamment, est-ce qu'il y a donc un candidat qui se présente aux élections présidentielles en 2017 qui en termes d'éloquence sort de la mêlée pour vous? Alors, d'abord, à l'heure où nous parlons, cher Florian, nous sommes fin février. La liste des candidats à la présidentielle est d'abord variable et incertaine. Donc, je ne sais pas qui... Alors, contextualisation, nous sommes mi-février, et voilà, c'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans les gens qui sortent du lot... je ne sais pas, alors il y a maintenant, paraît-il, un hologramme qui parle. Ça m'impressionne énormément. Moi, je croyais qu'il fallait être incarné pour s'exprimer, mais maintenant, on peut être virtuel et parler. J'espère d'ailleurs que ce sera pareil pour les avocats, ce qui permettra de plaider à Paris, à Toulouse, à Montpellier, en même temps. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, je crois qu'il faut dire la même chose, mais c'est pas très grave devant plusieurs juridictions. Donc ça, j'attends l'hologramme avocat avec beaucoup de gourmandise. Donc, oui, alors l'hologramme n'est pas maladroit, même s'il est extrêmement conscient de la valeur qui est la sienne. Et puis... il arrive à convaincre. Pas moi, mais je lui reconnais... La définition d'éloquence, vous dites que c'est convaincre. Oui, alors après, il y a probablement des barrières infranchissables. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus. Mais je lui reconnais, et je crois que chacun peut lui reconnaître indépendamment des questions politiques, un talent oratoire évident. Comme à d'autres avant, mais c'est... Comme à d'autres avant, objectivement, Nicolas Sarkozy était un orateur extraordinaire, et on voit chaque jour combien les candidats sont imprégnés par l'héritage de Nicolas Sarkozy, mais alors, indépendamment du fond, alors elle n'est pas candidate, mais Christiane Taubira est une oratrice politique absolument hors du commun, parce que son éloquence est nourrie de culture littéraire et de références, et d'une élégance et d'une capacité à improviser qui est tout à fait exceptionnelle. Donc dans les grands orateurs politiques, elle est assurément parmi les meilleurs. Après, bon, je crois somme toute que... Je trouvais François Fillon bon au débat. Dans la campagne de la primaire de l'Ordre du Centre, je le trouve là plus empêtré, mais je crois que malheureusement, enfin, en tout cas, peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, il caracolera en tête dans les sondages. C'est vrai que ça va vite. Les retournements sont rapides. Cette élection, c'est fou. Bon, mais je le trouve plus emberlificoté maintenant, mais peut-être qu'il arrivera à sortir de la nasse. Chez Emmanuel Macron, il y a évidemment beaucoup de progrès, et quasi, il est encore quotidien, il a dû faire éloquentia. Et c'est de mieux en mieux. Voilà, je ne saurais pas dire pour le reste qui... Alors, vous disiez que François Fillon, il faisait... Enfin, dans les débats, vous le trouviez bon. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans l'éloquence qui se passe dans, enfin, l'éloquence qu'on utilise dans les débats et l'éloquence qu'on utilise en meeting? Est-ce qu'il y a une différence selon vous? Oui, sans aucun doute. L'éloquence du meeting a pour objet de galvaniser la foule. Donc c'est une éloquence d'abord qui est unilatérale. On délivre un message à une foule dont on n'attend rien, si ce n'est des applaudissements ou des sifflets contre ses adversaires. Alors que pour les débats, on est d'abord là pour écouter l'objection et la combattre. Donc on est dans une parole interactive et un dialogue, même si, y compris dans un débat, le but d'un candidat est de délivrer ses messages. Mais malgré tout, ça n'est pas du tout la même éloquence. On a
d'un côté une éloquence qui est une sorte de sillon que l'on trace et qui est prévisible et organisée, c'est celle du meeting, et puis celle qui est improvisée et qui est essentiellement réactive, qui est celle du débat. C'est-à-dire qu'en fait, un candidat il peut être bon en éloquence dans un débat, mais ne pas être bon en éloquence du tout dans un meeting et inversement, en fait. Il y a probablement des orateurs de meeting et des orateurs de débat. Et parfois des Je deux. pense par exemple que Philippe Séguin, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est plutôt un orateur de meeting. Sur les débats, c'était moins son exercice. Et puis il y a des orateurs de débat qui aiment le combat. Je crois que Nicolas Sarkozy était peut-être de ceux-là que le combat galvanisait. En meeting. Ouais, un peu les deux. Oui. Non, mais il était pas maladroit dans les meetings, mais voilà. Vous préfériez Philippe Séguin? Oui, j'ai beaucoup aimé. Non, mais il y avait aussi une question de fond. Ouais. La parole politique de Philippe Séguin faisait écho chez moi. Très bien. Je vous remercie, Bertrand. C'était un plaisir. Bon retour à Montpellier. Ouais, c'est bon.